Salut Brigitte. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Je me sens extrêmement privilégiée aujourd'hui d'avoir l'auteur d'un livre que j'ai énormément apprécié devant moi. Ton livre qui est ici d'ailleurs, intitulé « Survivre jusqu'à demain ». Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce titre pour ton livre? Survivre jusqu'à demain. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est une histoire de violence conjugale, c'est mon histoire. Puis quand on est dans une histoire de violence conjugale, dans la mienne du moins, tout ce que je voulais, c'était survivre un jour de plus. Parce que quand tu vis de la violence conjugale, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Parce qu'on le sait que certaines histoires se soldent en féminicide. Donc moi, je voulais survivre un jour de plus. Puis quand j'avais parlé avec la maison d'édition de ce titre, on me disait oui, mais ça s'applique juste à une partie de ton livre, en fait, la partie de violence. Puis j'avais expliqué que non, parce que quand je l'ai fait arrêter, moi, je pensais que tout allait bien après, que j'allais pouvoir reprendre ma vie, mais non, parce que le processus judiciaire aussi, c'est une étape en soi qui n'a pas été facile, on va pouvoir en parler, mais c'était aussi, est-ce que je continue ou j'abandonne le processus? Donc, c'était tout le temps de me demander, est-ce que je peux survivre jusqu'à demain? Dans le fond, dans l'introduction, tu dis qu'après l'arrestation, puis au fil de tes années de thérapie, tu as ressenti le besoin de raconter ce qui t'est arrivé pour faire changer les choses. C'est quoi que tu souhaites changer exactement? En fait, c'est aussi parce que quand je l'ai fait arrêter en 2017, il n'y avait pas encore le mouvement MeToo. On parlait, je trouve, très peu de violence conjugale. Puis moi, quand ça m'est arrivé, je suis allée sur Internet chercher des histoires similaires à la mienne ou des livres, des gens à qui je pouvais peut-être me raconter. Puis il n'y en avait pas tant que ça parce qu'on n'en parlait pas. Puis moi, je voulais qu'on en parle. Je voulais pas que ce soit un sujet tabou. Je voulais qu'on l'aborde. Puis je voulais aussi changer la façon de voir les survivantes de violences conjugales parce que souvent, on a une idée de à quoi ressemble une victime, puis ça, je déteste le mot, mais à quoi ressemble une survivante de violence conjugale. Je voulais défaire les tabous autour de ça. Tu le fais très bien d'ailleurs parce que tu te décris Merci. toi-même. À l'époque, tu avais 30 ans, avec un bon emploi, des amis extraordinaires, une chouette famille, éduquée, forte de caractère et en pleine possession de tes moyens. Donc, comment est-ce qu'une femme comme toi se retrouve dans une situation de violence conjugale? Ce que j'ai appris à la dure pour l'avoir vécu, c'est que finalement, la violence conjugale ne fait pas de discrimination. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Et moi, la première, avant, je jugeais ou, j'avais des idées préconçues de ça arrive à tel type de femme, mais finalement, ce que je raconte dans mon livre, puisque le message que je lance à tout le monde depuis dans les 7 dernières années, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Mm-hmm. Raconte-moi comment tu as rencontré ton ex. Oui, il avait été engagé comme entraîneur au gym où je m'entraînais. Puis, il y avait une section qui était plus pour la boxe au gym où je m'entraînais. Puis, c'est une de mes amies qui l'a comme connu avant moi, puis qui m'avait dit « Ah, je vais te montrer le nouvel entraîneur. Il va avoir une soirée de boxe. Viens, je vais te le présenter. Je le trouve cute. » C'est elle qui s'intéressait à lui. Puis, j'ai accepté parce que c'était une soirée puis avec une amie. Donc, je suis allée au gala de boxe avec elle. Elle me l'a présenté. Puis, finalement, j'ai su ce soir-là qu'il s'intéressait à moi et non à elle. Mm-hmm. Si je me trompe pas, tu as écrit à un moment donné, et je pense que c'était au début, que tu regrettais cette soirée-là, tu regrettais de l'avoir rencontrée. Est-ce que tu te sens encore comme ça? Oui. Il y en a beaucoup qui disent « il n'y a rien qui arrive pour rien ». Moi, cette phrase-là, en tant que survivante de violence conjugale, je l'adore pas. Est-ce que j'aurais préféré ne jamais être allée à cette soirée, ne pas l'avoir rencontrée? C'est évident que oui. Donc, malgré ce que tu as été capable de surmonter et les leçons que tu as tirées de cette situation, puis tout ce que tu as été capable d'accomplir depuis, c'est quand même un regret que tu as. Oui, c'est un regret parce que il y a beaucoup de gens qui ont souligné ma résilience et ma force, mais j'aurais pu m'en passer de cette histoire-là quand même. Je pense qu'à la base, j'étais peut-être quelqu'un de forte et résiliente. J'avais pas besoin de vivre cette histoire pour le devenir encore plus ou me faire dire que j'étais forte. Je comprends tout à fait, puis je partage ton opinion sur la philosophie de « rien n'arrive pour rien ». Je suis pas comme fan non plus de ce dicton. Donc, tu le rencontres, tu prends son numéro de téléphone, vous commencez à vous fréquenter, puis les choses vont bien, t'es heureuse, t'es à l'aise avec lui.
C'est quoi le premier drapeau rouge que tu as remarqué? Le premier drapeau rouge, il y en a eu quelques-uns avant que la violence s'installe, mais tu sais, ce que je vais expliquer, c'est qu'à la base, c'était pas une grande histoire d'amour. Fait que moi, les drapeaux rouges, je les voyais, j'en étais consciente. Pourquoi je suis pas partie, c'est qu'au moment où je les ai vus, c'était une histoire très ordinaire. Mais le premier drapeau rouge, c'est que 2 ou 3 semaines après l'avoir rencontré, j'ai découvert qu'il s'était pas présenté sous son vrai nom. Donc, quand j'ai découvert son vrai nom, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, c'est peut-être pas le moment de le questionner. Je suis allée chez moi, j'ai googlé son vrai nom pour découvrir qu'il avait déjà fait une victime en fait, moi, j'étais pas encore victime de violence à ce moment-là, mais qu'il avait eu une condamnation pour violence conjugale. OK. Tu dis que c'était pas une grosse histoire d'amour au début. En lisant ton livre, j'avais eu l'impression que tu étais vraiment... je veux pas dire tomber folle amoureuse de lui, mais tu avais l'air vraiment contente. Bien, j'étais bien. C'est une relation dans laquelle j'étais bien parce qu'il prenait soin de moi, parce qu'il me complimentait, il me mettait sur un piédestal. Tout allait bien, mais je veux dire, quand la violence s'est installée, après 1 mois et demi, t'as pas le temps de tomber en amour en 1 mois et demi. Fait qu'à ce moment-là, c'était plus, je suis bien avec quelqu'un, c'est pas compliqué, c'est vraiment... Ouais. Je regardais où ça allait mener, mais j'étais pas encore... en fait, j'ai pas eu le temps de tomber folle amoureuse de cette personne-là parce que la violence s'est installée rapidement. OK. Est-ce que l'explication qu'il t'a donnée au sujet de son vrai nom t'avait satisfait? En fait, c'est que non seulement j'ai découvert le vrai nom, c'est pas tant sur ça que je l'ai questionné, c'est plus parce qu'au moment où j'avais cherché son vrai nom sur Internet, j'avais découvert un peu le procès-verbal de son ancien procès. Donc là, j'ai lu des détails sur ce qu'il avait fait à la femme avant moi. Puis son explication, c'était « Mon ex, c'est une folle, je vais aller en appel, tu vas voir, inquiète-toi pas, je vais faire blanchir mon nom. » Elle a pris tout ce qu'elle me reproche, elle l'a pris dans 50 Shades of Grey. Je vais tout démentir, inquiète-toi pas, je m'en vais en appel. Puis, OK. Et tu l'avais cru? Je l'ai cru à ce moment-là parce qu'avec moi, il n'y avait pas le moindre signe ni de contrôle, de violence, Dans le fond, ce que j'avais lu sur Google versus la personne que j'apprenais à connaître, c'était vraiment l'opposé. OK. Et il portait un bracelet au pied. Comment il te l'a expliqué? Il m'a expliqué parce que dans le fond, je savais qu'il arrivait de l'Ouest canadien. Puis ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il avait été pris dans une histoire de gang de rue dans l'Ouest. Est-ce que ça, c'est un drapeau rouge? C'est sûr que c'est un drapeau rouge. Mais comme je dis, à ce moment-là, moi, c'est pas l'homme de ma vie. Je prévois pas avoir des enfants puis passer ma vie avec lui. C'est son histoire. Il me dit qu'il va régler ses choses. Je lui donne le bénéfice du doute. En effet. OK. Et puis, à quel moment est-ce que tu l'introduis à ta famille, à tes amis, à ton entourage? Il n'a pas rencontré tant de monde que ça dans mon entourage. Puis, dans le fond, plus tard, je vais comprendre que c'est parce que j'imagine qu'il ne veut pas être questionné parce que... Donc, il m'a rapidement isolée de ma famille, rapidement isolée de mes amis. Donc, en même pas 2 mois, ça aussi, c'est insidieux, là, mais je me suis ramassée très isolée avec lui. Je voyais plus ma famille sans lui. Je voyais plus mes amis du tout. Là. C'était vraiment... Oui. C'était quoi les... Est-ce que ta famille savait? Est-ce que tu leur avais raconté ce que tu avais découvert sur lui? Non. Non. Donc, ils ne savaient rien de tout ça. Mes amis, ma famille, personne, jusqu'au jour de l'arrestation, qui viendra plus tard, là, personne ne se doutait de rien. J'ai tout caché. OK. Wow. À sa demande aussi, parce que c'était son passé, c'était ses histoires. Puis plus tard, parce que moi, quand tu es victime de violence conjugale, c'était pour me protéger, parce que il y avait une paranoïa que quelqu'un le découvre. Puis je me disais, si quelqu'un le découvre, pour moi, les conséquences vont être pires. Donc, je l'ai caché jusqu'à l'arrestation. Ouais. Donc, tu l'as rencontré en novembre 2016. Oui. Et c'est seulement 1 mois et demi plus tard, au début du mois de janvier, je pense même que c'était le jour de l'an. Exactement. Qu'il te fait du mal pour la première fois. Oui. Puis, tu n'étais pas certaine, je crois, qu'il avait intentionnellement levé la main sur toi durant cet incident. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Il se frappait lui-même, en fait. Il y avait eu une discussion avant qui a mal tourné. Il s'est mis à se frapper. Puis là, moi, j'étais... Tu sais, ce que je voyais... Parce qu'il faut dire que je suis enseignante, j'aime prendre soin des autres. Moi, ce que je voyais, c'était quelqu'un qui était émotionnellement blessé puis qui essayait de se faire du mal. C'est mon côté empathique qui a pris le dessus. J'ai essayé de l'empêcher de se faire mal et j'ai reçu des coups.
Mais sur le moment, dans l'action, tu réfléchis pas, tu te demandes pas est-ce qu'il voulait me faire mal, est-ce que ça s'est passé tellement rapidement. Puis après, de sa part, sont venues les larmes et les « abandonne-moi pas, si tu m'abandonnes, tu vas faire comme toutes les autres avant, tout le monde m'a abandonné ». Rapidement est venu aussi le « si tu m'abandonnes, je vais me suicider ». Donc ça, c'est entré rapidement. Et oui, ça leur rejoint une corde en moi. Ouais. Ils savaient que j'avais ce côté empathique et ce côté prendre soin de l'autre. Puis tu avais détecté que c'était quand même manipulateur de sa part de te mettre dans une situation comme ça. Peut-être pas dès le départ. Avec le recul, oui. Maintenant, c'est évident que c'est de la manipulation. Quand tu le vis et que tu vois un homme devant toi qui pleure et qui te demande de ne pas l'abandonner, c'est pas dans ma nature de faire, ben tant pis, arrange-toi avec tes problèmes. Ouais. Le deuxième incident est survenu quelques semaines plus tard. Oui. Right? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile pour moi, 7 ans plus tard, de me souvenir c'était quoi le deuxième événement, mais je sais que ça, c'était au mois de janvier, le premier épisode. Ouais. Puis après ça, le mois de février, il y en a eu d'autres. Je me souviens de la Saint-Valentin qui a été particulièrement violente. Puis, tu sais, je l'ai fait arrêter en juin. Donc, la violence a duré plus ou moins 5 mois, mais il y en a tellement eu que c'est difficile de me rappeler exactement le deuxième. Mm-hmm. Mais je sais qu'à la Saint-Valentin, ça a été une Saint-Valentin OK. extrêmement violente. Donc, j'ai des détails ici de la deuxième fois qui t'a frappé. Oui. Tu t'étais retrouvée assise au sol entre ses jambes. Ah ouais, c'est l'épisode de la ceinture. Oui. Ouais. Il avait pris une ceinture et il te l'avait... mise autour du cou. Oui, exactement. Est-ce que tu te rappelles? Oui, là, je m'en souviens. Okay. Qu'est-ce qui avait déclenché cette... Je me souviens pas ce qui avait déclenché exactement, mais je me souviens qu'on discutait. On était assis sur le sofa chez moi. J'avais une petite table, puis il y avait ma ceinture de judo qui était enroulée sur la table. Tu faisais du judo? Oui. Ah, OK. En fait, je faisais pas de judo. Quand je l'ai rencontré, il m'avait dit qu'il était entraîneur de judo, donc il avait commencé à m'entraîner. Dans le fond, avant qu'on commence à se fréquenter, il a été mon entraîneur pendant un court laps de temps. Donc oui, j'avais ma ceinture de judo, mais il faut dire que lui, en termes d'arts martiaux, il a fait des arts martiaux mixtes, niveau quand même assez élevé. Donc, au niveau des prises il était quand même très à l'aise. Donc, je le raconte dans mon livre. Je me souviens pas comment ça s'est fait, tellement ça a été rapide, mais en moins d'1 minute, j'étais assise par terre entre ses jambes et j'avais la ceinture de judo autour de mon cou. Puis je me débattais, je me souviens, j'essayais juste de rentrer mes mains à l'intérieur de la ceinture pour tirer, pour pas qu'il puisse m'étrangler. Là, je me débattais dans tous les sens. Il a fini par mettre cette ceinture autour de son propre cou. Oui. Finalement, après quelques minutes où je me débattais et que je tirais pour essayer de respirer, il a mis la ceinture autour de son cou. Il s'est mis à tirer. Puis encore une fois, arrêté. Mais oui, mon côté trop humain a pris le dessus. Je suis allée sur lui puis j'ai enlevé la ceinture autour de son cou. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête après un épisode comme ça? J'essaie de comprendre. Au début, c'était beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'essaie de le comprendre. Je sais que c'est pas normal. Là. J'ai jamais été le genre de personne de non, c'est je savais que c'était pas normal. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être parce que je suis enseignante au primaire. Qu'est-ce qui s'est passé enfant chez lui pour qu'il devienne cet adulte? Donc, j'étais vraiment dans la recherche de compréhension, de réponse, puis de qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. OK. Donc, à ce moment-là, tu pensais que c'était quand même un épisode isolé. Vous n'étiez pas rendu, vous n'aviez pas développé un pattern où c'était habituel de se frapper. C'était encore isolé jusqu'en... Plus on se rapproche de l'arrestation, plus ça devenait quotidien. Puis, tu sais, les formes de violence ont pris différentes sortes aussi, là, surtout le contrôle, la manipulation, mais l'épisode de violence physique au départ était plutôt isolé. OK. Puis après, venaient les ne me dénonce pas, sinon je vais me suicider. Mais il y a aussi rapidement eu, même début février, là, des si tu me dénonces, je te fais tuer. Si tu me dénonces, je te tue. Jusqu'à si tu me dénonces, tout est organisé avec certaines personnes, tu vas te faire tuer. Oui. Donc, tu vivais avec ces menaces-là aussi. Oui. Ces menaces-là étaient quotidiennes. Puis quand tu n'as jamais vécu de violence conjugale, ben, tu y crois. Parce que ce qu'on voit dans les médias, c'est que souvent, au moment de la rupture, c'est là qu'il y a des féminicides. Oui, en effet. Parle-moi un peu de la Saint-Valentin.
la seule et unique Saint-Valentin que tu as passé avec lui. Oui. Bien, moi, déjà, à la base, je suis pas une fan de Saint-Valentin. Puis, pour lui, c'était important que je me fasse poser de très longs faux ongles. Lui, c'était un de ses fantasmes. Là. C'était quelque chose qui l'allumait. Puis moi, de par ma nature et par mon travail d'enseignante, je me voyais pas aller enseigner avec de très longs faux ongles. Puis je lui exprimais mon opinion. Là, à ce moment-là, dans la relation, je pensais que j'avais encore ce droit. Puis je suis quand même une femme de tête. Donc, je lui disais non, je veux pas de faux ongles, c'est trop... Puis on s'est rendu finalement au centre d'achat pour les faux ongles. Puis je continuais de débattre et de dire « je ne veux pas de faux ongles ». Puis finalement, les coups dans la voiture, aux cuisses, sur mon bras ont commencé, ils me frappaient. Puis je me souviens, je pleurais. Puis à un moment, j'ai regardé la poignée de porte. Puis il m'a dit « si tu rouvres la porte et que tu te sauves, je te rattrape et je te bats à mort ». Puis ça, c'était un peu avant le souper. Puis là, il m'a dit en anglais « we're going home », on s'en va à la maison qui était à 2 minutes de chez moi. Du centre d'achat, je savais que j'allais être battue et violée si on allait à la maison. Et je pleurais. Puis j'arrêtais pas de dire « I don't want to go home », je veux pas aller chez moi. Et là, je tremblais. Puis il m'avait dit de mettre mes mains sous mes cuisses pour pas voir les tremblements et de mettre mes lunettes de soleil pour pas que personne sur la rue me voie pleurer en voiture. Puis je me rappelle, le trajet, c'est 5 minutes du centre d'achat à la maison et je faisais que pleurer et dire « I don't want to go home, I don't want to go home » parce que je savais ce qui m'attendait. Tu as mentionné que tu savais qu'il allait te violer. Oui. Est-ce que c'est parce que c'était déjà arrivé avant? Oui. Il faut dire aussi que maintenant, j'utilise le terme « violer » parce qu'avec les procédures judiciaires, j'ai appris que c'est ce qu'il faisait. C'était une agression sexuelle. Pendant la relation, je n'avais pas mis ce mot. OK. Je savais juste que ça allait être une relation sexuelle violente, mais jusqu'à l'arrestation, puis on en reparlera, j'avais pas mis le mot agression sexuelle sur... OK. Mais je savais que ça allait être violent. Donc, effectivement, on est retourné chez moi. Il y a eu une agression sexuelle ultra violente. Et après, je suis allée me faire poser des ongles très longs. Wow. Lorsque vous étiez dans le véhicule... Oui. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Parce que vous étiez dans le stationnement du centre commercial. Il n'y avait pas peur, premièrement, de se faire attraper. Il y a des fenêtres, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a personne qui a remarqué ce qui se passait? Non. Ou peut-être que oui, mais les gens se mêlent de leurs affaires, peut-être. Mais non, je pense pas qu'on a été vus. OK. Ils faisaient très attention aussi à ne pas être vus, ne pas être... OK. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où vous avez eu une relation sexuelle ou que tu catégoriserais maintenant comme étant un viol? Bien, le consentement n'a jamais été là dans le sens où les relations sexuelles, j'étais consentante à la relation, mais à la manière dont il a agi, tu sais, moi, j'ai été frappée, j'ai été étranglée presque à chaque fois. Ça, j'ai jamais consenti. Puis il le savait, tu sais, sans jamais avoir dit clairement non. Je pleurais, je lui demandais, je le suppliais d'arrêter. C'était évident que tu voulais pas mais ça. oui, puis il le savait. Puis je pense que plus je pleurais, plus ça l'allumait. Puis souvent, tu sais, j'en parle dans mon livre, mais il m'avait appris comment placer mes dents pour que quand il me frappe, ça fasse moins mal ou ça laisse moins de traces. Puis, tu sais, il me voyait pleurer, là. Clairement, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un qui pleure, qui te supplie d'arrêter, tu devrais comprendre que c'est non, mais lui, ça l'allumait. Puis par après, il me disait toujours « Ah, je pensais que c'était un scénario puis que tu avais du fun. » Mais ça, c'était sa défaite à lui pour juste nier le fait qu'on venait d'avoir une agression, de vivre une agression sexuelle. Tu m'as dit, et tu le mentionnes aussi dans ton livre, qu'il riait du fait ou qu'il se nommait lui-même comme un abusive husband. Oui. Donc, il était au courant de ce qu'il te faisait vivre. Oui. Est-ce qu'il a déjà démontré... est-ce qu'il est arrivé un moment où il t'a démontré de la pitié ou de la compassion? Oui, il en a démontré. Est-ce que c'était sincère? Je sais pas, mais je me rappelle, il y a une fois où il m'avait frappé sur la jambe dans la voiture. Ça avait vraiment fait mal, puis il disait que j'exagérais. Puis plus tard dans la journée, j'étais allée aux toilettes, puis j'avais vu que j'avais toutes ces jointures sur ma cuisse. Puis je lui avais demandé, veux-tu voir? Puis là, il m'avait dit, je prends conscience de ce que je te fais. Ou il est arrivé un autre moment où, après une agression sexuelle, j'avais 2 sacs de glace sur la tête parce que j'avais des bosses. Et là,
après l'agression sexuelle, il était comme, I feel bad, tu sais, I'm not gonna do it again. Mais il recommençait le lendemain, tu sais, c'était toujours... Puis la veille de l'arrestation aussi, on était allé faire du vélo parce qu'il voulait aller faire du vélo. Puis moi, je savais dans ma tête que le lendemain, je le faisais arrêter. Puis j'étais complètement déconnectée, là. J'ai pleuré cet après-midi-là. Puis ça, c'est mon côté trop humain parce que je me disais, c'est la dernière fois qu'il fait du vélo avant un long moment. Puis lui, il pensait que je pleurais à cause de tout ce qu'il me faisait vivre. Puis là, il s'était excusé. Tu sais, je sais que je te traite pas bien, je vais changer. Mais ça, je l'ai entendu souvent, mais je l'ai jamais cru, là. Okay. Dès la première fois que tu l'as entendu dire qu'il allait changer, c'est parce qu'il recommençait tellement rapidement que... Okay. Tu as écrit à un moment donné que tu te sentais responsable de lui. Souvent, quand on est en relation, on se sent responsable pour notre partenaire à un certain degré. Comment tu savais que c'était toxique, ce sens de responsabilité que tu ressentais à son égard? En fait, c'est que j'avais comme une responsabilité parce qu'il me faisait sentir coupable de toutes les autres m'abandonner, ne m'abandonnent pas. J'avais une espèce de responsabilité financière parce que clairement, il n'y avait pas d'argent puis il dépendait un peu de moi parce que dans le fond, il était entraîneur privé, mais clairement que son salaire ne couvrait pas ses dépenses. Puis, tu sais, il utilisait ma voiture. Il était comme devenu dépendant de moi. Donc, je me sentais un peu responsable, effectivement. Okay. Parlons un peu de son passé. Oui. Parce que tu n'es pas la première femme à qui il a fait du mal. Qu'est-ce que tu sais sur ce qui a fait vivre à d'autres femmes avant toi? Il faut savoir que une fois que je l'ai fait arrêter, qu'on a reconnu mon statut de victime, mot que je déteste, mais c'est quand même comme ça qu'on m'a reconnu, j'ai eu un peu accès à son passé. Puis là, j'ai su que j'étais la 3e femme à le faire arrêter. Puis avec l'écriture de mon livre et de ma page Facebook d'auteur, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues se confier à moi qui ont été violentées par cette personne-là. Puis pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont pas voulu le dénoncer. Mais en gros, il est violent depuis des années, là, c'est pas nouveau. Est-ce que tu as rencontré son ex, celle avec qui il était juste avant toi? Non. Celle qui a déclaré de folle et tout ça? Non. Est-ce que tu as déjà écrit? Non plus. Tu n'as jamais parlé? Non. Est-ce que tu aimerais ça, entrer en contact avec elle? Oui, j'aimerais ça parce que je sais qu'elle a peur. Ça, j'ai su. Je sais qu'elle a peur, qu'elle vit cachée. Puis ce que j'aimerais lui dire, c'est que pendant qu'il était avec moi, il n'a jamais parlé de retourner la voir ou lui faire mal. Jamais, 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 jamais. Puis ça, j'aimerais ça lui dire, tu sais, que... C'est comme s'il avait trouvé une nouvelle victime. Oui, exactement. Tu sais, je pense qu'à chaque fois... Parce que là, la première victime était en Ontario. Il a fait de la prison en Ontario. Il est allé dans l'Ouest canadien. Il a fait une autre victime. Il a fait de la prison dans l'Ouest canadien. Moi, quand je l'ai rencontré, il venait d'arriver au Québec pour faire sa libération conditionnelle d'1 an. Donc, je pense qu'il change de province à chaque fois pour recommencer. OK. Qu'est-ce qui l'avait amené au Québec exactement? Pourquoi il est venu ici? Parce que il faut que tu prouves que tu as quelqu'un qui va te supporter puis être là pour toi. Puis il a un frère qui vit à Montréal. OK. Donc, c'est pour ça qu'il avait choisi Montréal. OK. Je comprends. Tantôt, on a parlé du fait que tu ne voulais pas te faire poser des faux ongles. À un moment donné, il t'a aussi demandé de te faire tatouer son nom. Oui. Il t'a aussi demandé de lui acheter un nouveau vélo. Et à chacune de ces occasions, tu lui as dit non. La première fois. Oui. Tu avais quand même assez de cran pour lui tenir tête, ça veut dire. Je pense que ça en dit long sur toi que même dans des circonstances où tu te fais menacer, il n'a pas réussi à anéantir ta voix. Je sais que finalement, et t'en parles dans ton livre, tu t'es fait tatouer son nom. Puis pour lui, c'était une façon de t'identifier à lui. J'imagine que tu te l'es fait enlever depuis. Découvert. OK. Pourquoi tu as fini par dire... excuse-moi. En fond, c'est pas pourquoi tu as fini par dire oui, mais
qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fini par acquiescer à sa demande? Bien, pour le tatou, la demande, tu sais, j'en parle dans mon livre, était pendant une agression sexuelle. Puis j'ai dit non pendant longtemps, ce qui m'a valu plus de coups. Tu sais, c'était très, très, très violent. Puis je disais non pour plein de raisons qui m'appartiennent. Puis j'étais comme, je vais pas le faire. Puis parce que ce que je lui disais, c'est que parce que lui, il me disait, si tu fais tatouer mon nom, tu vas me prouver que tu couches pas avec d'autres hommes, parce que c'était aussi sa paranoïa, là, que... Puis il me disait, si tu le fais, je vais arrêter d'être violent parce que ça va me prouver que... Et moi, je savais que ça prouverait rien. Donc, je disais non, 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 non. Mais l'agression sexuelle est devenue tellement violente qu'à un moment... Parce qu'il m'avait dit, si tu le fais, je vais arrêter d'être violent. Puis, donc, pendant l'agression, j'ai dit, c'est bon, je vais le faire. Les coups ont cessé. Et quelques jours après, je suis allée me faire tatouer en sachant très bien... En fait, à ce moment-là, je savais pas qu'un jour, je le ferais arrêter. Mais je me disais, à la limite, ça va se couvrir ou ça va s'enlever. Ou... Oui. Puis les coups n'ont pas arrêté suite à ça. Pendant cette agression-là, oui. C'est ça. Mais après, non. Non. Puis je le savais que ça ne changerait rien. Puis ça, c'est une phrase que je lui ai souvent dit, ça ne sera jamais assez. Il va toujours avoir une demande de plus. Puis il détestait quand je disais ça, mais c'est parce qu'il me disait, si tu te fais faire des longs ongles, je serai plus violent. Tu sais, il y avait toujours, si tu fais ça pour moi, si tu fais ça pour moi, je vais être moins violent. Mais je savais que c'était jamais assez. Mm-hmm. Quand est-ce que tu as réalisé que tu ne l'aimais plus? La question, c'est plus, est-ce que je l'ai déjà aimé? Right. Puis la réponse, c'est non, tu sais. Puis je l'ai dit dans mon livre, à chaque fois que il me disait « je t'aime », puis que je répondais, ça me dégoûtait. Puis souvent, il me disait « j'ai besoin de toi ». Puis là, je disais « OK ». Puis il disait « dis-moi que tu as besoin de moi ». Puis je disais « ben non, moi, j'ai jamais dit à quelqu'un « j'ai besoin de toi ». Tu sais, je suis pas en relation parce que j'ai besoin de quelqu'un. Puis il m'avait dit « ouais, mais dis-moi-le ». Puis à chaque fois que je disais « OK, j'ai besoin de toi », tu sais, j'achetais juste du temps. Mm-hmm. J'avais plus peur, très, très, très peur de lui et, à l'époque, pitié de lui que de l'amour. OK. C'était pas... OK. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as réalisé ça, que tu n'étais pas dans une relation normale, mais plutôt... tu n'étais pas en relation parce que tu étais attachée à cet homme, mais parce que tu voulais gagner du temps? En fait, c'est que je savais pas comment partir. Puis ça aussi, quand, tu sais, j'ai voulu parler de mon histoire parce que, justement, j'avais des ressources financières, j'avais une famille, j'avais des amis. Et malgré tout ça, je ne savais pas comment sortir de la relation. Parce que quand tu es dans une relation de violence conjugale où tous les jours, on te dit « si tu me dénonces, je te tue », ben tu es coincé là-dedans. Puis moi, il faut dire aussi qu'il y avait mon Messenger de Facebook ouvert sur son ordinateur au travail. Donc, il voyait en temps réel mes conversations avec mes amis. Wow. Chaque soir, il prenait mon téléphone et regardait mon historique Internet, mon historique d'appel, tous mes messages Messenger. Il me disait qu'il y avait un tracker sur mon téléphone. Il avait pris ma voiture, il venait me porter au travail, il venait me chercher au dîner, me reconduire après le dîner. Donc, j'avais plus aucun moment de liberté. Même sur mon ordinateur, c'est sur mon ordinateur au travail finalement que j'étais allée voir le site des SOS Violence Conjugale, mais j'avais comme pas de façon je pouvais pas googler sur mon téléphone avocat ou peu importe. Ouais. J'étais vraiment contrôlée par la peur beaucoup, là. C'est vraiment... Quand est-ce que tu as décidé que c'était fini puis que tu voulais le dénoncer? J'ai arrêté le 5 juin. Puis... quelques jours avant, le vendredi, on devait aller en Ontario parce que dans le fond, il s'était fait arrêter en Ontario en 2012 là, pour son ancienne victime. Puis il avait laissé sa voiture là. Puis là, quelques années plus tard, il a voulu aller la récupérer. Puis pendant qu'on était en voiture, son agente de libération conditionnelle a appelé. Puis c'est lui qui conduisait, mais sur ma voiture, je voyais le numéro de son agente s'afficher sur l'écran. Puis pendant les 30 minutes qu'a duré l'appel, je mémorisais le numéro en me disant « je vais l'appeler lundi » ou « je vais l'appeler demain ». Et c'est ce que j'ai fait. Là. Je répétais son numéro dans ma tête. Surtout que pendant cet appel-là, elle l'appelait pour lui dire qu'éventuellement, dans un avenir rapproché, elle autoriserait qu'il déménage chez moi. Puis moi, je me disais, non, il peut pas. Tu sais, j'ai au moins les nuits quand il retourne à la maison de transition pour ne pas être battu. Comme je voulais pas qu'il vienne chez moi à temps plein. Fait que j'ai mémorisé son numéro de téléphone pendant tout le temps de l'appel.
Parlons-en de l'agente de libération. Dans le fond, c'était pas... Il y en avait une quand tu l'as rencontrée au tout début, mais elle a changé. Ils ont changé... Plusieurs fois. C'est ça, plusieurs fois. Tu dis que tu n'as jamais eu l'occasion d'être seule avec son agente. La première, dans le fond, tu l'as rencontrée au tout début de votre relation. Vous étiez les trois ensemble, donc toi, elle et ton ex. Et puis, il t'avait demandé de lui dire que tout allait bien. Puis, à moins que je me trompe, elle t'avait dit que c'était un bon gars. Oui. Moi, en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que les agentes de libération retournent les gars en prison pour des niaiseries, alors dis rien, puis... À ce moment-là, il ne t'avait pas encore frappé. Non, à ce moment-là, il n'était pas violent. Donc, ce que j'ai dit était vrai. Là. C'est vrai qu'il était... mais elle, je pense... Je ne sais pas si elle aurait pu, je ne sais pas les droits des... qu'est-ce qu'elle avait le droit, mais elle m'a juste dit c'est un bon gars, il y a eu des petits problèmes dans son ancienne relation de couple. OK. Alors que c'était pas ça, là. Le dossier était extrêmement violent. Mais c'est ça, au fil des mois, je pense qu'il y a eu 5 agentes de libération conditionnelle. Là, ça changeait vraiment régulièrement. OK. Et puis, à aucun moment, quelqu'un est venu voir ce qui se passait chez toi parce qu'il passait beaucoup de temps chez toi. Oui. Personne n'était venu vérifier que tout allait bien, qu'il était encore à l'ordre, qu'il ne te faisait pas subir la même chose qu'il avait fait subir à ses ex. Non. Ça, je me l'explique pas encore parce que quand ils ont voulu lui autoriser les week-ends chez moi, parce que dans le fond, il n'avait pas le droit de dormir chez moi, il y a une agente qui était venue, qui avait regardé mon appartement, il fallait s'assurer que j'ai un téléphone à la maison, il y avait des règles. Puis elle m'avait dit, inquiète-toi pas, Brigitte, on lui autorise les week-ends, mais à n'importe quel moment, il y a un policier ou une agente qui peut venir sonner en surprise pour s'assurer que tout va bien. Il n'y a jamais personne qui est venu. Aucun policier, aucune agente. Puis je l'explique dans mon livre, il y a des agressions sexuelles et des épisodes de violence qui se sont étirés sur des 2 et des 3 heures de temps. J'aurais aimé à ce moment-là que quelqu'un sonne à la porte. Of course. Mais c'est jamais arrivé. La seule surveillance, quand ils lui ont autorisé ses week-ends, c'est quelqu'un qui appelait sur mon téléphone le vendredi vers 18h, qui lui demandait « Prêtez-le-moi, s'il vous plaît ». Je prêtais mon téléphone. Il disait « Voici nos plans pour le week-end. On va faire ça, 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 ça. OK, have fun, bye ». C'était la seule surveillance. Il lui demandait c'était quoi nos plans pour le week-end et il nous souhaitait une belle fin de semaine. Est-ce qu'ils se sont excusés auprès de toi? Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais non, j'ai pas eu d'excuses de Service correctionnel Canada ou de... Parce qu'il était sous surveillance, puisqu'il est encore en libération conditionnelle par Service correctionnel Canada. Et non, il y a personne qui m'a appelé pour me dire on s'excuse, on l'a laissé passer. En effet. Ouais. Est-ce sous surveillance? Ça veut dire... Ça veut dire être sous surveillance. Exactement. Ouais. Puis c'est surtout quand on a affaire à un multirécidiviste de violence conjugale et que tu lui autorises ses week-ends chez une femme alors qu'il a battu et violé 2 autres femmes avant, on s'attend à ce que la surveillance soit plus intense. À un moment donné, il avait été si violent avec toi que tu as souhaité mourir. Oui. Puis tu t'en es voulu un peu par la suite d'avoir souhaité ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es accroché à la vie? Bien, en fait, il faut dire que oui, j'ai souhaité mourir. Puis c'est pas tant pour la violence physique que le comment je me sentais 24/24. Parce que quand tu es en tension tout le temps, là, j'explique souvent comme quand on regarde un film d'horreur puis on sait qu'on va sursauter, mais on sait pas quand. Bien, moi, j'étais comme ça 24 heures sur 24 à la fin. J'en avais mal au cœur. Puis c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si je le sentais dans mes veines. J'avais mal partout. J'avais mal au cœur 24 heures sur 24 avec lui. En fait, même quand il était pas là, j'étais tellement stressée de ne pas répondre la bonne chose à son texto, de ne pas répondre assez rapidement que c'était un enfer. Là. Je veux dire, j'avais mal au cœur tout le temps. J'étais stressée en permanence. Fait que c'est pas tant la violence physique, c'était vraiment le comment je me sentais. Puis je me suis accrochée parce que... C'est une bonne question, je sais pas.
fallait juste que je tienne plus longtemps. Que tu survives jusqu'à demain. Oui, que je survive jusqu'à demain. Puis, tu sais, je me souviens, je le raconte dans le livre, il y a un moment où j'avais un couteau sur la gorge, puis il m'avait dit, je vais te tuer. Tu peux choisir si tu veux mourir en silence ou en criant. Puis j'avais dit, ben fais-le, mais mes parents vont jamais s'en remettre. Fait que je pense que, tu sais, je voulais survivre pour les gens autour de moi aussi. Là. Puis, est-ce que tu penses que c'est vraiment pour ça qu'il a retiré le couteau? Parce qu'il a eu pitié de tes parents? Je sais qu'il aimait mes parents. Okay. Je sais pas pourquoi il a... Est-ce que tu penses qu'il était sérieux avec ses menaces? Je sais pas. Mais tu sais, je le raconte aussi, il m'a déjà étranglé jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis souvent demandé, tu sais, l'étranglement, il y en a eu plusieurs. À chaque fois, je me disais, est-ce qu'il va s'arrêter à temps? Tu sais, c'était... Je pense que même lui n'a pas la réponse. Là. Je pense que... Tu sais, j'aime pas dire quand il devient violent parce qu'il est toujours violent, mais tu sais, moi, son regard, quand il devient très, très, très violent, changeait. Puis c'était à la limite pas un humain que je voyais. Fait que je sais pas jusqu'où... Ouais. Et on veut pas le savoir non plus. Non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que je l'ai fait arrêter au bon moment parce que je dis souvent, je sais pas si je serai encore ici. Wow. Parce que la violence était extrême et parce que là, il était en libération conditionnelle, il consommait pas d'alcool, pas de drogue, pas rien, mais il me disait toujours, à l'expiration de ma sentence, c'est sûr que je me saoule. Puis je me disais, jusqu'à quel point ça va aller s'il est en plus pas... Tu sais, c'est pas une excuse, là, l'alcool n'est pas une excuse pour la violence conjugale, mais je me disais, s'il est capable d'être aussi fou à jeun, qu'est-ce que l'alcool va... Tu sais, c'est ça. Oui. Tu as mentionné tantôt que tu t'étais isolée de tes amis et de ta famille. Est-ce qu'ils l'ont remarqué? Oui, mais parce que soit moi ou soit lui, parce qu'il avait pris contrôle de mon Facebook, il publiait plein de photos de nous avec des petits messages cute. Tout le monde pensait qu'on était en amour fou. Donc, il nous laissait... C'était comme un début de relation, finalement. Donc... Tout le monde pensait qu'on était... Ouais. Est-ce qu'il y avait des signes de ce que tu vivais pour les gens qui t'entouraient? Je pense qu'il y en avait des petits. Puis ce qui arrive souvent dans l'histoire de violence conjugale, c'est qu'on voit peut-être des petits signes, mais on les additionne pas, on les cumule pas. Donc on se dit, tu sais, comme par après, j'ai des collègues qui m'ont dit, ah, mais oui, c'est vrai, t'avais plus ta voiture. Tu sais, je veux dire, j'étais une femme de 30 ans avec ma voiture, puis je venais travailler en autobus parce qu'il avait pris ma voiture. Il venait me chercher à toutes mes pauses dîner pour pas que je dîne avec mes collègues. Puis après ça, en mai, j'avais eu un coup sur le bras qui faisait un bleu qui s'étendait de là à là. J'ai travaillé en manche longue tout le mois de mai, même s'il faisait chaud. Sur le coup, les gens se posent pas de questions. C'est par après qu'ils m'ont dit, ben oui, t'avais des manches longues, puis... Ils ont réalisé après. Le fait, OK. Mais il y a personne qui a remarqué que c'était pas un être humain sain. Non, parce que, comme je disais plus tôt, j'étais tellement isolée que j'allais pas dans des soupers d'amis ou dans des soupers ou des fêtes ou rien. OK. Selon toi, étant donné que, bon, t'en as pas parlé, t'as pas parlé de la violence que tu vivais lorsque tu la vivais. Et c'est peut-être le cas pour plusieurs victimes de violences conjugales. Donc, comment est-ce que, en tant qu'amie ou sœur ou mère ou whatever, qu'est-ce qu'on peut... Si la victime, puis je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais si la victime va pas venir nous le dire directement, qu'est-ce qu'on pourrait... À quoi devrait-on faire attention pour remarquer que peut-être il y a quelque chose de malsain qui se passe? Bien, premièrement, c'est presque sûr que les conjoints ou les conjointes, parce qu'il y a des femmes violentes aussi, là, c'est presque sûr que les bourreaux contrôlent les messengers, téléphones et autres. Fait que peut-être éviter par texto de dire ton ex c'est un ci, ton conjoint c'est un ci, ça, parce que ça peut juste envenimer la situation. Si les gens ont la chance de parler en personne, peut-être juste de dire, je pense pas dire ce que tu vis, c'est pas normal, mais dire je pense que ce que tu vis, c'est toxique. Je veux juste te dire que je vais être là quand tu vas être prête.
Parce que si la personne n'est pas prête à sortir de la relation, tu aurais beau être la meilleure amie du monde, faut que la personne soit prête. Fait que juste de laisser savoir que peut-être que maintenant, tu n'es pas prête, mais si jamais il y a un moment où tu as besoin de moi, je suis là. Mais comment savoir qu'il y a quelque chose qui se passe? Comment on peut... Est-ce qu'il y a des signes? Ben, j'ai le goût de dire quand tout a l'air trop beau, c'est peut-être pas toujours trop beau, mais là encore, faut pas virer. Il y en a que c'est vrai que c'est beau, mais quand ils sont isolés, c'est souvent un signe, là, quand ils sont isolés. Puis, tu sais, je suis une personne souriante. Ça pouvait pas paraître, mettons, pour moi. Fait que je pense que le fait que la personne s'isole beaucoup est quand même un très, très bon signe, là, je trouve, qu'il y a l'isolement. Puis il y en a chez qui ça va être évident parce qu'il y a des bourreaux que devant les gens se gêneront pas là, pour rabaisser, pour peut-être pas être violent physiquement, mais si les gens remarquent du contrôle ou de l'humiliation, juste de dire à l'autre, je pense que c'est pas normal, je suis là si jamais tu as besoin. Est-ce que tes proches se sont sentis coupables par la suite de ne pas avoir remarqué, je ne veux pas sous-entendre qu'ils ont de quoi à se sentir coupables, c'est juste une question par curiosité. Peut-être, mais je le sais pas parce que quand j'ai décidé de l'annoncer à tout le monde, en fait, moi, je l'ai fait arrêter le lundi, le 5 juin, je suis allée dormir chez une amie. Dormir est un grand mot parce que j'ai pas dormi de la nuit. Puis aux petites heures du matin, j'ai décidé d'envoyer un long message à toutes mes amies, familles proches. Je voulais qu'ils reçoivent le même message en même temps. Puis dans mon message, je leur ai demandé de ne pas s'en vouloir d'avoir rien vu parce que j'ai tout fait pour pas qu'ils voient rien. Donc, je leur ai toujours demandé, tu sais, je leur ai dit, tu peux pas t'en vouloir. J'ai tout fait pour te le cacher. Donc, je pense que parce que je leur ai demandé, ben, j'ai pas... J'en ai qui m'ont dit, je me sens mal, j'aurais dû voir. Mais, tu sais, je le nomme que j'ai tout fait pour pas que les gens s'en rendent compte. Ouais. Donc, lui, il t'a jamais frappé au visage? À la fin, oui. À la fin, oui. Là, il est arrivé un épisode où j'avais une bosse ici quand j'ouvrais ma bouche. Mais c'était beaucoup des coups à la tête. J'ai eu des bosses à la tête, beaucoup aux cuisses, les côtes, les bras. Il y a une fois, là, ça, je me souviens de la date parce que c'était la veille de ma fête, le 16 mai, où il avait levé sa main, le poing pour me frapper au visage. Puis là, il a vu dans mon visage que j'étais comme... J'ai dit, tu vas vraiment me frapper au visage. Puis là, il a baissé le poing, puis finalement, il m'avait frappé dans les côtes. Mais il choisissait les endroits qui laissent pas de marque apparente. OK. Il est venu un moment où tu as dû accepter sa demande en mariage. Oui. Et je dis, tu as dû accepter parce que c'est pas ce que tu souhaitais faire, non, mais tu souhaitais également rester en vie. Donc, votre mariage a duré combien de temps? On s'est mariés le 13 mai, puis le 5 juin, je le faisais arrêter. Donc, moins d'un mois plus tard. Qui a assisté à votre mariage? C'est 2 témoins qui étaient 2 de ses clients au gym. Donc, pas d'amis, pas de famille. Je l'avais même pas dit aux gens que je me mariais. Là. Ta famille, tes amis n'étaient pas au courant? Est-ce qu'ils l'ont su par la suite? Oui, ils l'ont su parce que lui, il s'en vantait. Après, là, il était content. Est-ce qu'ils t'ont demandé pourquoi tu ne les avais pas invités? Bien, sur le coup, non, parce que quand je les ai vus, ils étaient à côté de moi. Donc, ma famille ne pouvait pas dire, devant lui, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ou c'est pas normal. Puis quand je l'ai fait arrêter, je pense que par eux-mêmes, ils ont fait les liens puis ils se sont dit, elle n'a pas eu le choix. Donc, on n'en a pas reparlé. OK. Je pense qu'ils ont compris que j'avais pas eu le choix, finalement. Ouais. Parlons du moment où tu as décidé de le faire arrêter. Tu avais choisi une journée où tu savais qu'il ne serait pas à la maison, chez toi, dans le fond. Il avait quitté le matin pour aller rencontrer des clients au gym. Et toi, c'est à ce moment-là que tu voulais aller au poste de police pour le dénoncer. Mais ton plan n'a pas été comme prévu. Tu l'as texté pour lui demander la permission d'aller lire à l'extérieur. Puis, est-ce que tu penses que tu as éveillé des soupçons chez lui? Oui. Oh, OK. Oui. Et il t'avait dit que oui, tu avais le droit, mais il est revenu chez toi. Oui. Parce qu'il a eu peur que tu le dénonces. Ma première question.
comment il s'est permis de revenir s'il avait des clients qui l'attendaient? Il a sûrement trouvé une excuse. De ne pas les rencontrer. Ouais. En fait, c'est qu'il était parti. Moi, le vendredi, tu sais, ce que je racontais avec le numéro de l'agent, c'est arrivé un vendredi. Puis moi, dans ma tête, j'allais appeler son agent de libération conditionnelle le lundi au travail. Ça, c'était mon plan au départ. Puis finalement, le samedi, j'en parle dans mon livre, sur 2 épisodes dans la même journée, j'ai été battue et violée pendant 5 heures de temps. Et c'est là que je me suis dit, je peux pas attendre jusqu'à lundi. Je sais même pas si je vais être en vie lundi. Alors demain, le dimanche, je le fais arrêter. Puis il était parti avec ma voiture au gym. Il y avait 3 clients. Et je m'étais dit, si je mets mes souliers de course et que je cours jusqu'au poste de police, je vais être correct dans mes temps. Je vais pouvoir le faire arrêter. Mais il m'appelait souvent en vidéo pour être certain que j'étais à la maison. Puis, fait que je lui avais texté, est-ce que je peux aller lire dehors? Je me cherchais juste une excuse pour sortir de chez moi, finalement. Puis, et parce qu'il m'avait dit aussi qu'il traquait mon téléphone. Puis, donc, il m'a dit, pourquoi tu me demandes ça? Puis j'ai dit, ben parce que je suis jamais allée lire dehors depuis qu'on est ensemble. Puis je veux savoir si c'est correct avec toi. Parce qu'il faut savoir que tout ce que je faisais, je devais lui demander la permission. Puis là, il m'avait dit, oui, vas-y, pas de problème. Et là, oui, il a dû se douter qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'il est revenu au moment où moi, j'allais sortir dehors. Et c'est là que vous êtes allés faire du vélo ensemble? Oui, bien en fait, il m'a dit, quand il m'a vu sortir, il y avait un livre qui traînait sur ma table. J'ai pu rapidement prendre un livre pour qu'il voit que j'allais vraiment lire dehors. Puis il m'a dit, étends-toi sur le sofa. Puis là, il a mis son avant-bras sur mon cou. Puis là, il pesait, puis il me disait, je sais que tu t'en allais me dénoncer. T'sais, il disait toujours, I know you're gonna do something stupid. Puis il m'étranglait, puis là, je lui ai promis que non. J'ai menti, là. J'ai dit non, j'allais pas, inquiète-toi pas, je te ferai jamais arrêter. Puis en fait, j'aurais dit n'importe quoi juste pour me sauver la vie. Puis il m'a dit, veux-tu aller faire du vélo? J'en avais pas envie, là, évidemment, mais j'ai dit oui parce que j'ai acheté du temps, en fait. Puis là, on est allé faire du vélo ensemble. Rappelle-moi, est-ce que c'était le lendemain que tu as fini par le dénoncer? Oui. Wow. Le lendemain matin. Du travail, qui était mon plan initial. Parce qu'il m'avait dit, mon téléphone était sous écoute. C'est faux, maintenant je le sais, mais tu es tellement dans une paranoïa et dans une peur constante que j'ai aucune idée s'il a mis quelque chose sur mon téléphone. J'ai même pas osé appeler son agente avec mon téléphone cellulaire. J'ai attendu d'être au travail, prendre le téléphone du travail. J'imagine que tu devais être nerveuse. Quand j'ai appelé son agente, j'étais plus stressée parce que pendant toute notre relation, même quand j'allais enseigner, il me textait compulsivement. Là, c'était vraiment... Puis au moment où j'ai été au téléphone avec son agente de libération, il m'a appelé 3 fois en vidéo. Évidemment, je répondais pas parce que je pleurais. Puis là, je me rappelle, je lui disais à son agente, en pleurant, il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Il m'appelle. Puis là, elle m'avait dit, calme-toi, rappelle-le calmement, on se reparle plus tard. Donc, j'étais tout le temps dans l'angoisse de est-ce qu'il va se douter de quelque chose? Oui. Pourquoi tu as choisi de le dénoncer à son agente et non pas à la police comme tu voulais le faire la veille? Parce que je me disais, si je passe par son agente, elle a déjà tout son dossier. OK. Donc, j'aurais pas besoin d'expliquer en long et en large. Je savais qu'en l'appelant elle, il y a des fortes chances qu'il se retrouve tout de suite en prison la journée même. Donc, j'aurais pas besoin de tout expliquer. Peut-être que les policiers auraient pu aussi entrer... Je sais pas. Je voulais juste être certaine que je sois crue aussi, du premier coup, puis que j'ai pas besoin de me justifier sur le pourquoi du pourquoi. Est-ce que tu as eu peur qu'elle te croie pas ou qu'elle te demande des preuves avant de faire quoi que ce soit? OK. Non. Ça n'a pas été... OK. Donc, ils t'ont pas demandé de fournir des preuves ou quoi que ce soit. Ta de toute façon, je pense pas que c'est le travail des agents de libération de demander des preuves. Elle, je l'ai appelée. Puis là, elle m'a dit, il était 7h30 le matin, puis elle m'a dit, je vais le faire arrêter ce soir à la maison de transition quand il va rentrer. Il rentrait 11h le soir, et là, je lui ai dit non. Je ne peux pas passer 1 heure de plus avec lui. Puis moi, je savais qu'il venait me chercher pour le dîner. Puis j'étais plus capable de sourire puis de faire comme si tout allait bien. Donc là, j'ai dit, faites l'arrêter avant. Je ne peux pas dîner avec lui ce midi, ce n'est pas possible. Puis finalement, il a été arrêté dans la matinée. Explique-moi le sentiment que tu as ressenti quand tu as eu la confirmation qu'il s'était fait arrêter.
un peu irréel parce que j'étais en classe avec les élèves, mais ce matin-là, il y avait la psychoéducatrice qui venait animer un atelier dans ma classe sur l'intimidation, justement. Puis, donc, quand j'ai vu mon téléphone sonner avec appel privé, je me doutais que c'était son agente ou quelqu'un. Je suis sortie de la classe. Puis, c'est un policier qui m'a dit « Madame Jobin, on vient de procéder à l'arrestation de votre conjoint. Il y a un autre agent qui va vous appeler dans quelques minutes. » Je suis allée dans un bureau, puis j'ai pleuré là, parce que c'était comme... dans ma tête, c'était fini. Ouais. Je venais de mettre fin à tout ça. Est-ce que ton corps a ressenti l'ampleur de ce qui venait d'arriver? Est-ce que tu as pu comme respirer puis lâcher prise un peu? Je croyais que c'est ce qui allait arriver, mais non. Puis ça aussi, j'en parle. J'ai tellement eu peur parce que moi, il m'avait menacé de me faire tuer. Puis, tu sais, l'agent qui m'a appelé après m'avait demandé si je voulais venir remplir la déposition tout de suite ou terminer ma journée au travail. Évidemment, je n'étais pas capable de terminer ma journée. Puis il m'a dit, OK, je vais envoyer 2 policiers te chercher au travail en civil. Puis il avait vraiment été chouette parce qu'il m'avait dit, tu sais, ils vont être habillés comme ça, pour que tu les reconnaisses. Ils vont s'identifier parce que je viens de faire arrêter quelqu'un pour violence conjugale. Monter dans la voiture avec 2 hommes inconnus, c'était... Mais tu sais, il y avait eu la délicatesse de me dire, ils vont se présenter. Ils sont venus me chercher. Puis je me souviens, le poste de police était en face du gym où je m'entraînais. Puis là, quand j'ai réalisé que c'était ce poste de police-là, je me disais, je peux pas passer par la porte en avant. Je veux pas, parce que lui, il m'avait fait croire qu'il y a des gars au gym qui allaient me tuer. Donc là, je me disais, je peux pas être vue avec des policiers. C'était vraiment... Et encore une fois, les policiers ont été vraiment gentils parce qu'ils m'ont fait passer par en arrière. Puis je suis allée remplir ma déposition pendant plusieurs heures. C'était comment remplir une déposition? Quand je suis arrivée, c'était l'agent Charbonneau qui a été vraiment exceptionnel dans tout ce parcours-là. Il m'a apporté une première feuille blanche, puis il m'a dit commencez par l'événement le plus récent, puis revenez dans le temps. Puis là, je me souviens, j'ai dit monsieur, il y en a eu chaque jour. Puis là, il m'avait dit OK, on va catégoriser. Tu sais, violence physique, sexuelle, financière, psychologique. Donc, j'ai rempli 7 pages. Puis je me souviens, à chaque page que je lui remettais, il allait faire une copie. Puis j'imagine qu'entre eux, ils s'en parlaient parce que j'ai plein de policiers pendant les heures que j'ai rempli ma déposition qui venaient me dire que j'étais forte, tu sais, qui venaient souligner ma force. Puis ça a vraiment été, dans toute la laideur de mon histoire, un moment quand même assez charnière où tout le monde a été très, très, très humain avec moi. Tu sais, les policiers que je connaissais pas venaient me demander « Est-ce qu'on te commande du poulet? Veux-tu des biscuits? Comment tu prends ton café? » Ça a été vraiment... ils ont tous été très humains. Oui. Mais c'est pas la dernière fois que tu as entendu parler de ton ex. Non. Il t'a appelé la soirée même. Oui. Mais tu savais pas que c'est lui qui t'appelait. Donc, c'était un numéro privé, si je me trompe pas. Je me souviens pas s'il avait pris le téléphone qu'il leur donne en prison ou un cellulaire caché, parce qu'il y en a. Puis... Mais il avait pas déduit que c'est toi qui l'avais dénoncé. Non. Il cherchait à comprendre pourquoi il avait été arrêté. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que lui était anglophone. Ils l'ont arrêté en français. Puis lui, il n'a pas résisté parce qu'il n'a pas compris pourquoi on l'arrêtait. Donc, il m'a appelé le soir une première fois pour me demander si j'étais au courant de ce qui se passait. Donc, il te faisait vraiment confiance. Oui. Oui, il était vraiment pour violent, toute sa mais il s'est jamais douté. Pour toute sa paranoïa. Et pour toutes les fois où il t'a accusé que tu t'apprêtais à le dénoncer, il n'a pas cliqué quand c'est arrivé que c'était toi. Okay. Non, parce que lui, il me disait toujours les agents de libération conditionnelle renvoient les gars en prison pour des niaiseries. Puis comme il était arrivé en retard à la maison de transition la semaine avant, lui, il se disait c'est sûr que c'est mon agente qui me retourne en prison pour une niaiserie. Donc oui, il m'a appelé. Puis il voyait... ou bien il entendait que je parlais peu. Fait que là, il m'a dit, est-ce que tu es avec quelqu'un? J'ai dit, oui, je suis chez mon ami. Puis il avait tellement peur que je parle de sa violence avec quelqu'un qui était comme, OK, je vais te rappeler plus tard parce qu'il ne voulait pas que je parle devant elle. Encore une fois, je le trouve très naïf parce que tu n'avais pas été voir une amie depuis que tu étais avec lui. Là, soudainement, la journée même où il est arrêté, tu n'es pas à la maison, tu es chez une amie. Bon, OK. Ou c'est aussi parce que jusqu'à la minute avant qu'il se fasse arrêter, moi, je lui textais des cœurs et des bonhommes sourires. Ouais. Donc, je pense pas qu'il ait pu se douter. Parce que le dernier texto, c'est « I'm going home, j'ai vendu quelque chose sur Kijiji ». Il m'avait dit ça, il partait du gym pour aller chez moi. Puis j'avais dit « Great, you're gonna make some money ». Puis là, lui, il est sorti du gym, il s'est fait arrêter. Donc, il n'a jamais pu se douter que c'est moi qui le faisais arrêter. Je comprends. Là, finalement, tu as dû mettre fin à ces appels parce que, évidemment, ça te causait beaucoup de stress.
En fait, il m'a rappelé le lendemain. Ouais. Et c'est là qu'il a compris que c'était moi. OK. Parce que je m'en allais chez une amie, puis là, il me parlait. Puis je sais pas si c'est parce que je pleurais, puis il m'a dit « Est-ce que c'est toi? » Puis là, j'ai dit « Oui, c'est moi. » Il t'a demandé de retirer ta plainte. Ben oui, évidemment. Il m'a dit retire la plainte, je vais changer, blablabla. Puis là, j'avais dit je peux pas. Puis là, il m'avait dit tu peux pas ou tu veux pas? Puis j'avais dit je peux pas parce que, tu sais, il était trop violent. Puis là, aussi tordu, ben il est très tordu, mais il m'avait demandé de m'excuser. Puis j'avais dit non. Puis là, il m'avait dit après, si on raccroche, c'est la dernière fois de notre vie qu'on se parle. Puis j'avais dit OK. Puis il m'a dit, c'est ça que tu veux. Et j'ai raccroché. C'est la dernière fois que tu lui as parlé? Oui. Je l'ai revu au procès, mais on ne s'est pas parlé. OK. Le policier qui a pris ta demande de faire arrêter les appels, t'as lancé un commentaire que même moi, en tant que lectrice, j'étais choquée par son commentaire. Je vais te laisser dire ce qu'il t'a dit. En fait, c'est que le lendemain de l'arrestation, j'allais dormir chez une autre amie. Puis là, il venait de m'appeler, lui encore. Fait que là, j'ai appelé au poste pour qu'il puisse faire cesser les appels en prison. Ils ont envoyé un policier chez mon ami pour prendre cette déposition. Puis là, j'ai dit, ça fait 3 fois qu'il m'appelle depuis la prison. Puis là, il m'avait dit, c'est vous qui l'avez fait arrêter? J'ai dit oui. Il dit, madame, mettez-vous à sa place. Et là, moi, je suis très calme dans la vie. Mais là, j'ai levé le ton après un policier, là, parce que j'étais comme que je me mette à sa place. Il savait que c'était un homme, qu'on parlait d'un homme qui t'avait battu. Il n'y avait pas toute l'histoire. Mais là, j'avais la petite carte avec le numéro de l'événement. J'avais dit, rentrez le numéro de l'événement, là, allez lire le dossier avant de me dire, mettez-vous à sa place. Est-ce qu'il a compris par la suite? Oui. OK. Les appels ont cessé après. OK. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'il t'a dit. Et en fait, je vais te dire, je vais te dire c'est quoi. À un moment donné, il t'a dit, pour que j'arrête de te frapper, il faudrait d'abord que je te respecte. Puis tu dis que c'est une phrase qui t'a hanté pendant longtemps. Oui. C'est définitivement quelque chose d'hyper méchant à dire à quelqu'un. Mais pourquoi cette phrase en particulier? Pourquoi tu as été ébranlé par cette phrase en particulier parmi tant d'autres choses, tant d'autres insultes qu'il a eues à ton égard? Parce que c'était la confirmation qu'il n'était pas réhabilitable, qu'il ne changera jamais. Parce que je me suis dit, toutes les fois où il s'était excusé ou qu'il m'avait dit « je vais changer », venait d'être annulé par cette phrase-là. Là. Quand tu n'es même pas capable de respecter l'autre personne, pourquoi tu changerais? J'avais comme la confirmation que, tu sais, je le savais déjà que peu importe ce que j'allais faire, ça ne changerait rien, mais là, c'était la confirmation de, tu sais, que tu m'aimes pas, je m'en fous, vraiment, parce que je suis pas en amour, tu sais, mais que tu me respectes même pas, je sais que tu changeras pas. Oui. OK. Donc, il se fait arrêter. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le jour de l'arrestation, il y avait une dame du CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, au poste de police, que j'ai rencontré. Puis là, on a parlé un peu. Puis elle m'avait dit, on peut s'attendre à un 18 mois de procédure judiciaire. C'est long, 18 mois, là. 7 ans plus tard, je peux te dire que ça a finalement été 6 ans de procédure judiciaire. Mais je pense que si on dit ça à quelqu'un qui dénonce, ça va prendre 6 ans, les gens vont retirer leur plainte. Mais donc, elle m'avait dit, tu sais, il y a des délais, c'est long, puis tout ça. Donc, moi, je m'attendais à un 18 mois de procédure judiciaire. Puis là, c'est vraiment de l'inconnu, là, quand tu fais arrêter quelqu'un. Évidemment, moi, c'est pas mon quotidien. Mm-hmm. Mais j'ai été prise en charge par une équipe extraordinaire de 2 sergents détectives, Sophie Piani, à qui je parle encore à ce jour. Puis donc, elles ont pris le dossier en main. Il y a eu Jasmine aussi, Maître Leduc, la procureure au dossier, avec Nadine, Maître Aviernick, qui ont été au dossier. Que des femmes. Je ne sais pas si c'est le hasard ou c'est tombé comme ça, mais vraiment une équipe qui a pris le dossier en charge.
Puis là, ça commence. La première étape, c'est l'enquête préliminaire qui sert à déterminer est-ce qu'on a assez de matériel pour aller à procès. Mais ça a pris presque 1 an et demi avant l'enquête préliminaire pour finalement... C'est comme un mini-procès avant le procès. Donc, il y a eu ça. On a déterminé que oui, il y avait assez de jus, de matériel pour aller à procès. Puis là, à cause de l'accusé, il y a eu des délais complètement ridicules. Là. Ça a pris 6 ans avant qu'on entende sa sentence. Pourquoi tu dis à cause de l'accusé? Bien, parce qu'il changeait d'avocat à chaque fois que ça faisait pas son affaire. Là. Il y a eu presque une 12aine d'avocats dans le dossier. Il avait ce droit-là de demander... Il avait ce droit. Il était représenté par l'aide juridique, donc en plus, il n'a jamais payé ses avocats. Puis... Donc, même lorsque le service est gratuit, oui, tu peux changer. L'accusé a le droit de demander une nouvelle représentation. Oui. Oui, parce que sinon, ben déjà, il va en appel, mais ça serait trop une raison d'aller en appel de dire « j'ai pas été bien représenté ». OK. Fait que là, on leur laisse le choix de choisir les avocats pour pas dire après « j'ai pas bien été représenté ». Fait que oui, il y a eu une succession d'avocats. Il y a eu la pandémie qui est arrivée aussi pendant tout ça, qui a causé des délais au palais de justice. Puis, c'est ça. Ça a été 6 ans de procédure judiciaire pour moi. Comment tu as vécu ces 6 années-là? Ça a été long. Ça a été... C'était rendu au point où à chaque fois que je recevais un appel de la procureure, je me disais, c'est sûr que ça va être remis encore. Puis c'était pas de sa faute, là. Tu sais, Jasmine, je l'aime beaucoup, mais à chaque fois qu'elle m'appelait pour me dire c'est reporté pour telle raison, c'est reporté pour telle raison, c'est dur pour moi parce que là, après un moment, j'ai été mise en arrêt de travail, puis j'attendais que tout soit terminé pour retourner au travail. Finalement, une chance que j'ai pas attendu parce que ça a été trop long, mais c'était toujours une angoisse de... Tu sais, j'avais hâte de dire, OK, cette histoire-là, même si elle sera jamais totalement derrière moi, là, c'était toujours de me replonger parce que je veux pas un procès, c'est de raconter dans les moindres détails, de me souvenir aussi là, de chaque moment, comment c'est arrivé, puis donc c'était tout ça, là, c'était lourd. Comment ça s'est conclu? Ça s'est conclu, bien, en fait, 4 ans plus tard, ça s'est conclu avec un verdict de culpabilité sur les 8 chefs d'accusation qui était vraiment au-delà de mes attentes. Et tant mieux, là, c'est parfait. C'est juste que je me disais, tu sais, sur 8 chefs d'accusation, je m'attendais pas à ce qu'il soit reconnu coupable des 8, pas parce qu'il l'a pas fait, mais parce que c'était vraiment un procès, comme le juge a dit, de he said, she said. Il y avait pas beaucoup de photos, il y avait pas de témoins. Donc, c'était ma parole contre la sienne. Donc, pour moi, obtenir un verdict de culpabilité sur les 8 chefs, c'était presque inatteignable. Puis je me souviens, en me rendant au palais de justice, je me disais, OK, mettons, s'il y en a 5 sur 8, je vais être satisfaite, tu sais, parce qu'il y avait des chefs d'accusation, voies de fait très graves. C'est quand même dur à prouver. Tu sais, il y en a qui étaient plus... Puis finalement, en 2021, le 4 ou 5 mai 2021, il a été reconnu coupable de tous les chefs. Et après ça, ça a repris un autre 2 ans avant qu'on connaisse la sentence en 2023. La sentence qui est? De 15 ans. Mais c'est pas tant le nombre d'années. Moi, ma victoire dans tout ça, c'est qu'il a obtenu l'étiquette de délinquant dangereux. Il l'avait pas avant? Il l'avait pas. Il y avait délinquant sexuel de son ancienne victime. Là. Il avait obtenu ça. Puis là, nous, dans le fond, à procès, on demandait l'étiquette délinquant dangereux. De son côté, la défense demandait délinquant à contrôler, qui est comme moins pire. Puis les 2 experts qui l'ont évalué l'ont déclaré délinquant à contrôler. Puis là, on se disait, tu sais, il y avait eu un autre procureur au dossier qui me disait, tu sais, sois contente s'il obtient ça, c'est déjà un gain. Puis là, je me disais, est-ce qu'on va attendre qu'il tue quelqu'un pour obtenir délinquant dangereux? Est-ce que c'est ça que ça prend en général? Oui. Ben, pas nécessairement, mais tu sais, délinquant dangereux, c'est la pire étiquette au Canada. Il y en a pas tant que ça des personnes qui ont obtenu l'étiquette de délinquant dangereux. Puis il me disait, tu sais, délinquant contrôlé, c'est déjà bien, tu sais, sois fier de toi, sois contente. C'est déjà une coche au-delà de... Exact. OK. Fait que moi, je m'en allais le matin pour la sentence en me disant, tu sais, il va être déclaré délinquant contrôlé. Les 2 experts, le psychiatre et le psychologue, l'ont évalué et c'est ce qu'ils ont suggéré au juge. Et contre toute attente, le juge est allé pour délinquant dangereux. Donc ça, pour moi, ça vaut plus que le 15 ans. Parce que le 15 ans n'est pas un vrai 15 ans, puisque le temps jusqu'à la sentence compte pour 1,5 fois. Donc, ça réduit sa sentence. Mais 15 ans, je suis satisfaite aussi. Parce qu'en matière de violence conjugale au Québec, les sentences sont souvent ridicules. Puis j'aime croire que mon histoire a eu du positif parce qu'on voit maintenant des sentences plus élevées dans des histoires de violence conjugale.
C'est quoi les conséquences d'avoir l'étiquette de délinquant dangereux? J'espère que ça va avec une surveillance plus accrue. OK. Parce que, dans le fond, le juge lui a donné 15 ans, plus un 10 ans de surveillance après, par Service correctionnel Canada. On ne se cachera pas que je ne suis pas vraiment rassurée. Puis je l'ai dit... L'ayant vécu, oui, je l'ai dit à surveillance. l'agente qui m'a appelée dans les dernières années. Tu sais, elle m'avait dit, inquiète-toi pas, il va être surveillé jusqu'en 2039. Puis là, j'ai ri au téléphone parce que j'ai dit, il était sous votre surveillance. Puis c'est pas un reproche, c'est juste... Ben en fait, oui, un peu. C'est une reproche. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, vous deviez le surveiller. Il devait avoir des visites surprises. Il devait être mieux contrôlé et il ne l'a pas été. Donc, est-ce que j'ai aveuglément confiance que, pas de stress jusqu'en 2039? Non. Non, je suis stressée. Je sais qu'il va recommencer. En juin 2025, excuse-moi, en juillet. 2025, donc dans moins d'1 an, oui. Il va avoir l'occasion d'être libéré conditionnellement. Oui. Right? J'imagine que tu redoutes cette date. Oui. Est-ce que tu comptes aller à l'audience? Oui. Parce que c'est dans mes droits d'aller m'opposer, oui, de donner mon opinion, d'exprimer mes craintes. C'est certain que je vais prendre ce droit-là parce que je ne pense pas qu'il devrait être en liberté. Pour moi et pour les autres femmes aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu vas être représentée à ce moment-là? Ou tu vas y aller... tu vas témoigner à ton nom, mais est-ce que tu vas avoir un ou une avocate? C'est une bonne question parce que c'est Service correctionnel Canada qui s'occupe de ce dossier-là. Là. OK. Mais je pense que c'est moi qui dois se présenter. Puis je peux aussi soumettre une lettre qui est lue, mais je pense que je vais aller me présenter. OK. Est-ce qu'il va être là? Oui. Est-ce que ça t'intimide? Bien, je l'ai revu au procès. Ouais. Là, je l'ai... Mais de ne pas l'avoir vu pendant des années... Il faut dire que la sentence, c'est juste 2023. Ça fait pas si longtemps. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je l'ai revu en 2023. Est-ce que tu l'as regardé dans les yeux? Oui. Oui. Mais... Est-ce qu'il te regardait dans les yeux? Ah oui, lui a essayé de s'excuser, puis les grosses larmes, puis la comédie. Mais il m'intimide plus. Fait que ça me dérange pas d'aller témoigner, puis qu'il soit là, puis qu'il entende qu'est-ce que j'ai à dire. En fait, je veux qu'il entende qu'est-ce que j'ai à dire. Là. Parce que j'ai pas eu le droit de le dire pendant les 5 mois que j'étais avec lui. Right. Je pense d'ailleurs que dans mes notes... Ah, oui. J'ai ce que tu aurais aimé lui dire. Ouais. Est-ce que je peux le lire? Oui, vas-y. Ce que j'aurais aimé lui dire, c'est qu'il me dégoûte au plus haut point. J'aurais aimé lui dire que mon corps n'est pas à sa disposition dès qu'il l'exige. J'aurais aimé qu'il sache que je n'ai aucun plaisir à me plier à ses ordres et que ses scénarios tordus me répugnent. J'aurais aimé lui dire qu'il est malade et qu'il devrait consulter. Est-ce que c'est toujours ça que tu as envie de lui dire ou est-ce que tes propos ont évolué depuis? Ça, c'est toujours d'actualité. Oui. Est-ce qu'il devrait consulter? Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose? J'en doute. Mais tu sais, ça, ce que j'ai aimé lui dire, c'était pendant que j'étais avec lui. Maintenant, je suis comme tombée dans une phase d'indifférence. Tu sais, j'ai même plus de place pour la colère. C'est sûr que je lui en veux, mais en vouloir à quelqu'un, c'est énergivore. Là. Je préfère juste être indifférente. Puis, Moi, ce que j'aimerais qu'il sache, c'est qu'il n'a pas été capable de te causer du tort permanent. Ouais. J'aimerais qu'il sache que tu es en couple aujourd'hui. Donc, il n'a pas réussi à éteindre la flamme amoureuse en toi, que tu es maman. Ouais. Que tu as toujours un emploi que tu aimes, que ta vie est belle, que tu as écrit un livre, que tu en écris un autre. On va en parler tantôt. Mais qu'il n'a pas réussi à freiner ta vie. Non. Puis ça, c'est important qu'il le sache, je pense. Qu'il le voit de ses yeux. Je pense que oui aussi. Parce que lui, ça lui faisait plaisir de savoir que son ancienne victime vivait cachée. Ouais.
sais, elle n'a pas de Facebook, elle a pas de... Elle vit vraiment cachée. Puis je la comprends, là, elle a peur. Puis je me suis posé la question aussi de est-ce que je m'expose ou je vis cachée moi aussi? Puis je me disais, si je vis cachée, je lui donne raison. Mais, tu sais, honnêtement, je me pose des fois la question à sa sortie de prison, est-ce que je m'efface complètement des réseaux sociaux? Puis parce que, tu sais, non, il n'y a pas tout brisé, mais j'ai encore, tu sais, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire après. Tu sais, oui, je fais encore de l'insomnie, là. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je suis désolée d'entendre ça. Oui. Bien, j'apprends à vivre avec ça, là. OK. Mais... Et tu es certaine que c'est en lien avec ce que tu as vécu? Oui, parce que j'en ai jamais fait avant. OK. Puis, surtout quand les dates de procès approchaient, quand je devais aller au palais de justice, j'en ai passé des nuits blanches, là. OK. Ou, tu sais, comme là, c'est juste en juillet prochain où je peux aller m'opposer, mais quand je fais de l'insomnie dans ma tête, tu sais, je me demande déjà qu'est-ce que je peux dire qui va avoir de l'impact, qu'est-ce que, tu sais, c'est... OK. Parce que c'est comme si j'avais une chance là, de le faire Ouais. rester en prison. Je veux pas la manquer non plus. Fait que oui, mon cerveau il est tout le temps en train de... OK. Parlons d'une révélation qui est sortie dans les nouvelles il y a un an ou deux. Ton ex dit vouloir transitionner. Oui. Il veut devenir une femme. Oui. Il veut qu'on l'appelle Amber. Il est rendu où dans cette histoire? Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il était toujours chauve et sur la testostérone pour avoir l'air musclé, d'un homme musclé. Donc, il faut dire que moi, quand on m'a annoncé, c'était une fois qu'il a été reconnu coupable, là, tout d'un coup, il a décidé qu'il voulait devenir une femme. Je vais être honnête, quand je l'ai su, j'ai ri. Parce que, encore à ce jour, là, ça fait 3 ans que je le sais, je n'y crois pas. Du tout, là. Je peux comprendre les raisons. Ben, pas comprendre, mais j'ai des idées de pourquoi il veut faire ça. Est-ce qu'il veut aller en prison pour femme? Est-ce qu'il veut... Il y a comme plein de... Parce qu'il y a un expert qui a dit que s'il y avait moins de testostérone, il serait moins violent, il représenterait moins un risque. Donc, je pense qu'avant que le juge donne sa sentence, il a essayé de jouer la carte si je suis une femme, je vais être moins violent. D'ailleurs, tu m'as appris tantôt qu'il s'est fait castrer. Bien, il sait. Il s'est castré lui-même. La veille de la sentence, il s'est mutilé les testicules. Il a été transporté en prison. Ils ont complété l'ablation. Donc, mais, tu sais, pourquoi il a choisi la veille de la sentence pour se faire ça lui-même en prison? Clairement, il avait l'intention de, encore une fois, reporter, causer d'autres délais. Est-ce que ça t'inquiète moins qu'il a plus la possibilité de commettre de la violence sexuelle? Bien, ça m'inquiète plus, en fait, parce que ce que j'ai souvent dit, c'est s'il a été capable lui-même, dans sa cellule, avec je sais pas quoi, de se couper les parties génitales, à quel point il va pas bien. Jusqu'à quel point il est prêt à aller. C'est fou, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Moi, je me dis, il n'y a rien qui l'arrête, là. Rien. Fait que moi, je me dis plus, il est prêt à aller loin, là, dans sa folie. Fait que quand les gens me disent, inquiète-toi pas, les agresseurs souvent ne reviennent pas vers leurs victimes, je suis comme, tout peut arriver avec lui, là. Oui. Tu sais. Il est en couple, d'ailleurs, avec une femme qu'il connaissait avant même de faire ta connaissance. C'est une femme qui habite l'ouest du pays et qui le finance, qui lui donne de l'argent pour se dépenser en prison. Cette femme-là, dans le fond, pendant son incarcération précédente pour l'autre femme avant moi, de ce qu'il m'a raconté, c'est que, dans le fond, elle lui envoyait de l'argent en prison, puis lui, il lui promettait d'être avec elle à sa sortie, puis je pense qu'elle est là financièrement pour lui, donc elle lui envoie de l'argent, elle lui paye ses dépenses. Quand il était sorti de prison pour venir au Québec, elle lui avait acheté un manteau, un cellulaire, elle l'avait équipé et tout, parce qu'il lui promettait d'être avec elle. Finalement, il est sorti de prison,
Il est venu au Québec, était dans l'Ouest canadien, il a été en couple avec moi. Et pendant notre relation, moi, je les ai vus, ces messages à elle de colère, de tu m'as menti, tu m'as dit que tu seras avec moi. Mais tu sais, c'était de la grosse manipulation. Et là, il est retourné en prison. Et ce que j'ai su, c'est qu'il a repris contact avec elle. Clairement, elle se fait manipuler parce qu'elle a recommencé à le supporter. Elle a témoigné en cours comme quoi elle était en couple avec. Ben, c'était comme pas clair. Là. Lui disait que c'était l'amour de sa vie. Elle disait qu'il était meilleur ami. Là. Ça a été un moment un peu cocasse là, au procès, ce témoignage. Puis c'est ça. Lui, il disait que ses plans d'avenir, c'était d'habiter avec elle. Puis je sais pas où en est leur relation à ce jour. OK. Est-ce qu'elle est au courant de ton livre? Sûrement, oui. Est-ce qu'il est au courant de ton livre? Oui. Est-ce qu'il l'a lu? Je sais pas. J'ai aucune idée. Est-ce que ça t'inquiète? En fait, je pense qu'il l'a lu parce que je le connais puis il est assez... il veut tout savoir. Je sais depuis la prison, il s'était créé un compte Facebook où il est allé liker. En fait, je sais qu'il le sait parce qu'il est allé liker une photo sur ma page d'auteur. Donc oui, il sait que j'ai écrit un livre. Est-ce que son français est assez bon maintenant pour qu'il l'ait lu? Je sais pas. Avec tous les outils de traduction qu'il y a de nos jours, je vois pas ce qui l'arrêterait de... Ouais. Mais en même temps, mon livre, c'est un copier-coller de ce que j'ai dit en cours. Donc, il n'y a pas de surprise pour lui. En effet. C'est juste que là, c'est accessible au grand public. Oui. Puis, heureusement, il y a beaucoup de femmes d'hommes aussi, qui ont lu ton livre. Et puis, son identité à lui, d'ailleurs, n'est pas secrète. Non. Une simple recherche Google peut l'identifier. On parlait tantôt et tu as mentionné que tu aimerais potentiellement écrire une suite. Oui. T'en es rendu où? J'avais commencé la suite il y a peut-être 1 an et demi parce que avec tous les derniers événements, parce qu'il faut dire que le premier livre s'arrête au moment où il est déclaré coupable. Mm-hmm. Puis j'avais dit dans mon premier livre que je voulais pas inclure la sentence parce que à ce moment-là, je connaissais pas la sentence. Puis je disais toujours, peu importe la sentence, ça me rendra pas ce que j'ai perdu. Puis finalement, il s'est passé tellement de choses depuis la sentence, le changement de sexe, l'histoire des testicules. Le changement, il l'a pas fait encore, non. Le changement, mais... Oui, donc il s'est passé tellement de choses que je me disais, il y a quand même... En fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivaient, tu sais, on veut la suite, pourquoi il n'y a pas de suite, tu devrais écrire la suite. Donc, j'avais commencé à écrire la suite, mais, tu sais, on se cachera pas, c'est pas un livre facile à lire. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas facile à écrire non plus parce que ça me demande d'aller creuser dans comment je me suis sentie chaque fois. Donc, je l'ai mis de côté. Puis cet été, j'ai commencé à écrire quelque chose de plus léger. OK. Parle-moi-en. Bien, ça va être une histoire que je ne sais pas encore où ça s'en va. Là. C'est un homme et une femme dans la trentaine, début quarantaine qui se rencontrent. Les deux veulent rien de sérieux. Et c'est lui qui va finir par s'attacher et pas elle. Donc, je pense que ça fait un peu changement des histoires. En effet. Ou les histoires d'amour, ou les histoires que la femme s'attache. Ouais. Exactement. OK. Est-ce que tu as un message pour les gens qui nous écoutent, qui soient victimes de violences conjugales ou bien... j'hésite à utiliser le mot parce que je sais que tu ne l'aimes pas, puis je pense que beaucoup de survivants et survivantes de violences conjugales n'aiment pas ce mot. Mais est-ce que tu as un message aux personnes qui sont peut-être présentement dans ta situation ou connaissent quelqu'un dans cette situation? Même des gens qui n'ont aucunement rapport avec ce genre de situation. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Aux personnes qui le vivent présentement, partez. Partez parce qu'il ne va pas changer. Ça ne va pas aller mieux. Ça peut peut-être aller mieux, mais ça recommence toujours. Donc, c'est vraiment mon message depuis le début, c'est partez parce qu'il va y avoir des organismes, il va y avoir des gens autour de vous. Même pour le processus judiciaire, là, vous n'avez rien à payer. Là, c'est les procureurs qui se chargent de tout. Donc, partez. Est-ce qu'il y a un bon moment pour partir? Non. Part quand... Est-ce qu'il y a un bon moment? As soon as c'est une bonne question.
Ben, dès qu'il y a une petite fenêtre d'opportunité de l'apprendre, là, parce que il n'y aura jamais de moment parfait, en fait. C'est ça que je devrais dire. C'est ça, ma question. On ne peut pas attendre, là, il va être, tu sais, si tu as une petite fenêtre là, d'opportunité pour partir, prends-la. Parce que c'est ça que ça prend pour partir. Tu sais, je sais que, par exemple, sur un site, je ne sais pas si c'est SOS Violence conjugale, tu sais, il disait de préparer un sac de vêtements, de le cacher dans l'entrée. Non. Même si tu as à partir en robe de chambre, en pantoufles, pars. C'est un moment où tu peux quitter. C'est ça l'important. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que les postes de police ont des heures d'ouverture. Va dans une caserne de pompiers. C'est ouvert 24 heures sur 24. Puis, il y a sûrement quelqu'un qui va savoir comment t'aider, mais quitte. Tu sais, c'est ce que j'ai à dire. Pour les personnes qui connaissent pas la violence conjugale, qui sont pas confrontées, qui ont jamais... Faites juste attention à vos commentaires, des fois, quand vous discutez, que ce soit au resto, dans un café, dans... Tu sais, moi, je suis enseignante dans une salle des profs parce que ça m'est arrivé d'entendre des commentaires parce que les gens connaissaient pas mon histoire. Puis je me disais, ouch, tu sais, je suis forte, je peux le prendre, ton commentaire. Mais il y en a qui entendent dire, ouais, mais elle avait juste à partir ou ça arrive à tel type de femme. Tu sais, juste de faire attention à nos commentaires. Puis si tu as envie d'être informé, puis c'est pas parce que je veux faire de la pub pour mon livre, mais je l'explique, tu sais, que ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est ça, de pas juger, de pas... Moi, ça me dérange pas de faire de la pub. Ton livre est excellent. Je l'ai dévoré en 2 jours, je te l'ai dit. Puis ça m'a pris 2 jours parce que c'était durant la période des fêtes. Donc, c'est une période hyper occupée de l'année, mais chaque fois que j'avais 1 minute à moi, Mais tu sais, je l'ai écrit pour informer aussi, tu sais. Au-delà de raconter mon histoire, je voulais que les gens comprennent un peu la violence conjugale, puis arrêtent de dire, ben là, pourquoi t'es pas partie avant? Mm-hmm. Je pense que tu réponds bien à cette question, d'ailleurs. En lisant ton livre, c'est très clair. En tout cas, tu parles pour toi, là, évidemment. Dernière question. Oui. Parce que elle vient de m'arriver à l'esprit. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas l'avoir aimé ou de ne pas avoir été en amour avec lui, je ne veux pas utiliser le mot facile, mais vu que tu n'avais pas cet attachement à lui, est-ce que tu penses que ça a rendu... on peut le dire, plus facile. Plus facile? Oui, parce que, tu sais, dans mon histoire, je le dis aussi, j'étais pas dépendante de lui financièrement. J'avais une famille, j'avais pas d'enfants avec lui. Moi, j'ai une pensée pour les femmes ou les hommes là, qui sont en couple avec quelqu'un puis qui vont avoir une histoire de garde partagée, qui vont devoir revoir parce qu'elles ont des enfants. Des fois, ce sont des femmes à la maison qui sont dépendantes financièrement. C'est sûr que c'est encore plus de bâtons dans les roues pour partir. Il y a quand même, tu sais, partir va toujours être la meilleure solution. Je sais qu'au Québec, il y a des lacunes parce que le tribunal au criminel puis le tribunal de la famille se parlent peu. Okay. Donc, ton conjoint peut être déclaré violent, mais tu peux être considéré comme un bon père. Donc, ça peut... C'est pas parfait. Le système n'est pas parfait. Donc, oui, je pense que pour moi, le fait que j'allais être OK sans lui puis qu'il n'y avait pas l'attachement, oui, je pense que ça a été plus facile. Et tu étais bien entourée aussi. Exact. OK. Si quelqu'un souhaite te parler... Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai ma page d'auteur, Brigitte Jobin, survivante auteur. Puis j'ai aussi mon Facebook d'auteur qui peuvent m'écrire. OK. Donc, la première page, c'était une page Instagram? Instagram et Facebook, j'ai les deux. OK, parfait. Donc, en écrivant Brigitte Jobin, auteur, c'est quand même facile de me trouver. Parfait. OK. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Je te trouve exceptionnelle comme femme. Je te l'ai dit tantôt, je vais te le redire. C'est beau de voir, je ne veux pas appeler ça un paradoxe, mais une femme qui est capable d'empathie, puis qui est forte aussi, puis qui est capable de se tenir droite et d'exiger le respect. Mm-hmm. Parce que même si pendant... Même si... quelqu'un avait une forme de contrôle sur toi pendant quelques mois, en lisant ton livre, j'étais capable de voir que tu tenais quand même debout, même lorsque tu te faisais attaquer. Ouais. Je ne sais pas si c'était autant évident pour toi, mais moi, j'étais quand même capable d'identifier Brigitte à travers tes pages.
Puis peut-être que ça peut peut-être te sembler anodin, mais je vais le répéter, le fait que tu étais capable de dire non, j'en veux pas des faux ongles, non, je veux pas de tatou, non, je veux pas t'acheter de vélo, que ton nom sortait quand même à travers cette tempête, je trouve que ça en dit long à ton sujet, puis je trouve ça hyper inspirant. Ben merci. Et merci à toi de m'avoir reçu. Ben, c'est vraiment un honneur d'être assise avec la personne qui a lu, qui a écrit un livre que j'ai dévoré en 2 jours. Là, c'est vraiment, je me sens très, très, très chanceuse. Puis j'espère te revoir, qui sait, l'an prochain, dans 2 ans, lorsque tu auras publié la suite ou même ton roman. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec toi. Puis je vais suivre ton histoire de près parce que je sais que au mois de juillet... oui, je te dirai. Oui, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi.